Donc, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous intéresse? Jérôme, la pratique de la constellation familiale et professionnelle. Voilà, c'est tout l'usage en fait de cette pratique d'accompagnement qui m'amène à m'intéresser à ce que tu proposes. Hein. Voilà, parce que j'ai aimé comment tu abordais dans la préséance de ce matin sur qu'aller chercher, comment chercher et pourquoi chercher. Donc pour moi, c'est un élément complémentaire à travailler en amont de ma pratique. Voilà, Ouais, j'ai dit. exactement. Alors, je vous expliquerai pas mal et j'ai fait une petite vidéo qui est sur ma chaîne YouTube dans la playlist transgénérationnelle où je vous renverrai souvent parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses, que je ne pratique pas les constellations dans le sens où on les entend, mais ce que j'ai adapté moi, que j'appelle réparation familiale. Et pour faire précisément cette réparation familiale, j'ai besoin que les gens aient un arbre généalogique pour qu'on aille vraiment chercher la famille intéressante inconsciemment à travailler et du coup qu'on arrive à être le plus percutant possible sur la famille que j'appelle même la famille source, la famille prioritaire. Donc merci Jérôme, bienvenue et ravi de te revoir. Sylvie, pour voir quels ancêtres il faut chercher pour l'arbre, ok. Véronique, j'utilise un peu la psychogénéalogie avec mes patients, voir si je peux m'améliorer. Eh bien, écoutez, j'espère que mon éclairage vous plaira. Alors, on va se concentrer là sur ce webinaire niveau 1 à comment on trouve ses ancêtres. Mais je vais quand même, dans dans ce premier webinaire, vous expliquer euh, comment on les trouve. C'est-à-dire pas comment on travaille avec, mais comment on les trouve, tout en sous-tendant le pourquoi c'est intéressant de les trouver et quel apport ça peut avoir dans votre pratique personnelle ou pas. Muriel Mélissier, curiosité personnelle et professionnelle. La curiosité, c'est le meilleur des moteurs. Bienvenue Muriel. Cyrielle, un sujet qui m'intéresse depuis longtemps et je bloque pour continuer mon arbre généalogique. Eh ben, parfait, j'espère que vous aurez les réponses bloquées, les réponses à vos blocages, pardon. Et c'est tout ce que m'a répondu. Bien, donc je commence. C'est un souci avec les patients immigrés qui n'ont pas beaucoup d'informations. Alors, les patients immigrés, oui, mais ça dépend de quel pays. Il est vrai que dans les pays d'Afrique du Nord, il n'y a pas de généalogie, ça n'existe pas, ça a été importé par les j'ai perdu le nom, colons, voilà, qui ont posé leur principe d'état civil, mais avant ça n'existait pas. Et dans ce cas-là, il faut travailler différemment. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends, comme je l'expliquerai tout à l'heure, dans un niveau 3 de formation transgénérationnelle, mais qui se fait dans le cursus de la formation TEFT, thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle, parce que ça demande des connaissances et des outils que je ne peux pas donner à tout un chacun. J'ai essayé de le faire et ça n'a pas fonctionné à chaque fois. Je regarde là. Ok, bonjour, parfait, super. Je vais garder les commentaires dans le deuxième écran, ça va marcher. Donc oui, effectivement, on va apprendre, enfin, je vais plutôt... l'objectif, c'est plus de vous apprendre un état d'esprit de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher, de quoi on a besoin, où et comment. Mais le où et comment, il va dépendre beaucoup du pays sur lequel vous travaillez. Les archives d'Italie, d'Espagne, de Suisse et de France suivent des mêmes principes, et vous allez apprendre ici les principes, mais les détails techniques, vous ne les verrez pas ici, parce qu'il faudrait que je fasse une formation pour chaque pays. Donc l'idée, c'est plutôt de vous apprendre les principes, sur quel acte on a quoi, qu'est-ce que ça veut dire, comment on le reporte, etc., etc. De vous apprendre l'utilisation potentielle d'un logiciel, d'un site web ou de n'importe quoi pour collecter vos données et en faire un arbre physiquement intéressant sous format papier. Et ce principe sera normalement applicable à tous les autres pays, bien
que je vais aussi vous renvoyer vers certaines coordonnées de certains sites qui peuvent vous aider directement sur les pays, mais ça sera en cours de formation. Des livres et des sites, j'ai exploré pas mal de choses. Voilà, je sais un petit peu comment ça se passe ailleurs, mais l'objectif, c'est pas d'apprendre la généalogie de chaque pays, enfin l'étude des archives de chaque pays, mais de voir ce qui nous est possible de connecter à nous en France, dans les archives françaises, dans tout ce qu'elles ont pu avoir été développées par différentes associations et ce à quoi on a accès, parce que bien souvent, quand on veut faire son arbre, on est perdu complètement. Donc, Pierre, levez la main, ok, pour dire ouvrez votre micro, Pierre, et je vous écoute. Non? Non. Pas de commentaire. Je baisse la main. Oui, vous avez cette petite fonction de lever la main pour prendre la parole, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro et interrompez-moi. Moi, c'est pas un problème. Ok. Il y a Delphine qui nous a rejoint. Bonjour Delphine. On va donc commencer cette présentation. C'est marrant parce que ça fait, je ne sais pas combien de fois que je la fais, cette présentation, et à chaque fois, elle est différente, même si j'ai le même support, parce que vous êtes différents et qu'on va parler de choses différentes. J'aime bien que ce soit interactif. Vous avez peut-être vu d'autres émissions que j'ai faites. Plus c'est interactif, plus je trouve ça riche. Et pour que ce soit interactif, il ne faut pas hésiter à me couper. C'est là que vous aurez le plus de richesse dans ce qu'on va faire. Alors, n'hésitez pas. Je commence donc par partager mon écran sur ça. Hop. Alors, c'est un document que je n'ai pas remis à jour. Mon adresse n'est pas à jour, mais peu importe, le principe est toujours le même depuis que je l'ai fait. Il n'y a pas de raison. Je vais vous présenter cette donc formation en thérapie transgénérationnelle. Alors, familiale, c'est plus le cas, parce que c'est le niveau 3 qui en faisait partie. Transgénérationnelle, et elle a un but. Le but, c'est d'apprendre à des personnes en difficulté physiologique, comportementale ou affective à trouver de quel drame de leurs ancêtres viennent leurs problèmes. Parce que si vous avez suivi un peu ce que je dis en thérapie TEFT, le principe de la thérapie TEFT, c'est-à-dire que vos problèmes viennent potentiellement, de 3 zones de vie que j'ai identifiées comme étant de 6 ans à aujourd'hui, de votre conception, on va dire, à 6 ans, et de vos ancêtres. Je ne vais pas parler des autres parties, j'ai plein de vidéos qui en parlent, dont la récente que j'ai faite avec Didier, qui est en ligne sur sa page, sur sa chaîne YouTube. Mais là, on va s'intéresser à la partie transgénérationnelle. C'est-à-dire que je considère, et c'est un fait acquis pour moi, que les drames de nos ancêtres impactent nos vies. Et pour connaître quels sont les drames de nos ancêtres, en tout cas pour connaître de quels drames de nos ancêtres on subit l'histoire, il faut le mieux pour moi, alors c'est pas il faut, c'est le mieux pour moi, c'est d'avoir un arbre généalogique. Si on n'a pas d'arbre généalogique, comme je vous disais tout à l'heure et je répondais à Véronique, on peut travailler sans arbre généalogique, mais c'est un autre travail que je ne peux pas vous apprendre en ligne, puisque là, c'est pas le but. Le but, c'est faire votre arbre familial. Alors, je ne dis pas généalogique, je dis vraiment familial, parce que ça va être intéressant dans de la précision. Ensuite, en niveau 2 de cette formation, que je vais faire là, dans la foulée derrière celle-ci, je n'ai pas encore programmé parce que je ne sais pas comment on va être confiné, comment je dois à quels horaires je dois la poser. Bref, c'est un peu particulier. Elle va suivre. Ça sera d'identifier les drames familiaux, vraiment identifier les familles problématiques auxquelles vous êtes vraiment liés selon ma lecture, et je vais vous montrer comment je lis ça. Et le niveau 3, donc là, ça ne peut s'apprendre qu'au cours de la formation TEFT. On va apprendre à libérer les gens des drames non résolus de leurs ancêtres. Mais je pratique ça, moi, sur Skype ou en cabinet, donc je peux vous aider à résoudre vos drames à partir du moment où vous avez un arbre généalogique. Je pourrais le décoder,
Ça prend 1 heure. Et ensuite, on pourra travailler dessus. Le problème, c'est que pour que ce soit plus parlant pour votre conscient, et là, on va commencer à induire des choses, votre cerveau conscient a besoin de comprendre comment ça marche et il a besoin d'avoir des preuves, entre guillemets, preuves qui vont vous être rapportées par les concordances de dates qui ne sont absolument pas euh, euh, statistiques, en tout cas qui ne répondent à aucune espèce de statistique, une fois que vous avez appris lesquelles sont importantes et comment les placer et comment les reconnaître. Euh, Tout ça, ce sera dans le niveau 2 qu'on verra ce détail-là, mais c'est important de comprendre que ce sont les dates de vos ancêtres qui vont nous ou me mettre sur la voie pour pouvoir faire la libération telle que je l'entends. Sans arbre, c'est encore une autre méthode, je vous ai dit déjà 2 fois, qui s'apprend dans une autre formation. Le but de tout ça, faire son arbre, c'est bien. Vous pouvez être très bien là que pour la généalogie, parce que c'est par quoi j'ai commencé. J'ai eu un énorme accident, j'ai passé énormément de temps en rééducation, et du coup, j'avais des journées à rien faire. Et quand je suis sorti à moitié de rééducation, j'ai commencé à faire un mi-temps chez moi, mi-temps en rééducation. Je passais le mi-temps chez moi, en fait, à fouiller les archives, dans la mesure de mes moyens physiques de l'époque, parce que c'était que dans les archives départementales qu'on pouvait trouver ça. Il n'y avait pas d'Internet, hein, c'est vieux. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ouais, c'est vieux. Et, euh, et sans Internet, les recherches étaient différentes. Mais le principe est resté le même. Internet a fait que faciliter les choses. Et aujourd'hui, vous pouvez faire ça de chez vous, super facilement. Et c'est ce que je vais vous apprendre. En tout cas, je veux. Donc là, c'est la présentation de la source de vos difficultés de vie, tel que c'est vu par la TEFT. Vos drames vécus de 6 ans aujourd'hui, on va travailler ça avec des outils du décodage biologique, plus exactement de la PNL, puisque c'est pour moi l'outil primordial dans la réparation émotionnelle. Et puis les blessures vécues de la conception à 6 ans, donc les ressentis de la mère enceinte ou les défaillances parentales. Là, on va travailler avec des outils de thérapie familiale auxquels on rajoute du décodage biologique, donc de la PNL, encore une fois. Et les drames non résolus par nos ancêtres, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui en thérapie transgénérationnelle, mais dans laquelle je glisse de la thérapie familiale et du décodage biologique, donc avec la PNL aussi. C'est pour ça que je ne fais pas de constellation familiale au sens propre, où Bert Hellinger, par exemple, les a définies. J'ai assisté à quelques constellations, je vois comment ça fonctionne, et ben, j'ai appliqué d'autres outils pour aller dans le même sens, mais à ma façon. Pourquoi c'est intéressant de chercher dans vos familles? Parce que on vit tous, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, c'est notre cerveau inconscient qui décide ça. Et par définition, votre cerveau inconscient, il prend 85% de l'espace dans vos vies. Donc, il faut un petit peu le considérer, ce cerveau inconscient. On vit tous en loyauté familiale archaïque, qui vient en priorité de notre système humanoïde. Je parle là vraiment d'humanoïde et de nos ancêtres très 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 lointains, les hommes préhistoriques, qui avaient un seul but, ce système archaïque de survie, c'était de sauver l'espèce. Et pour sauver l'espèce, il fallait qu'elle évolue en permanence, parce qu'elle était soumise à des immenses pressions de l'environnement, parce que vous vous rendez bien compte de ce qui se passait, peut-être pas d'ailleurs, chez les hommes préhistoriques, mais c'était assez impressionnant pour avoir besoin de survivre. Et nos inconscients humains ont développé tous les mêmes systèmes de survie, donc, dont un qui était que si j'ai peur de quelque chose qui m'empêche d'évoluer, ben, il faut que je le transmette à mes enfants, de façon à ce que mes enfants le résolvent pour que le clan évolue. Voilà, c'est tout simple. Qu'est-ce que ça entraîne? Et qu'est-ce que ça entraîne chez nous aujourd'hui? Parce qu'on se dit, on n'est plus des hommes préhistoriques, c'est fini, c'est tranquille. Ben non, pour moi, c'est pas fini, et c'est encore ce qui nous pilote, mais je vous dis à 85% dans notre vie. Cet exemple-là, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Il est donc peut-être connu pour vous, puis il y a ceux qui ne le connaissent pas, et je suis heureux de vous le montrer. On va parler des besoins vitaux, c'est-à-dire ceux qui sont nécessaires à sa survie chez l'homme préhistorique, à partir du moment où on est considéré être humain, c'est-à-dire à peu près à moins 3 millions d'années. 3 millions d'années, d'accord?
Le bébé, l'enfant, chez l'homme préhistorique, il a des besoins très très spécifiques de sa mère et des besoins très très spécifiques de son père. Puis, quand il aura grandi, s'il a cette chance-là, des besoins très très spécifiques par rapport au clan. Et pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ceux qui connaissent, c'est pas drôle, si vous voulez bien me dire, m'écrire, peut-être si je peux le lire dans le chat, ou me dire, c'est plus facile encore en audio, qu'est-ce que le bébé de l'homme préhistorique, ou plutôt de la mère préhistorique, attend de sa mère? De quoi il a besoin au niveau archaïque et vital pour survivre, d'après vous? Il faut que j'arrête le partage pour voir les textes, je pense. Parce que je ne sais pas si vous avez fait ça. Eh bien, je reviendrai dessus, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de texte. Prenez votre micro. Dites-moi avec votre micro de quoi il a besoin, ce bébé d'homme préhistorique, d'après vous, pour survivre, pour considérer qu'il peut survivre, pardon. Et voilà. Pas de réponse. Vous n'avez aucune idée? De quoi ça a besoin un bébé? Hop là, ça y est, conversation. Manger plus chaleur, contact, sécurité. Alors, Jérôme, il y en a 2 sur 3 qui sont bons. Sécurité affective, sécurité, sécurité, sécurité. La sécurité pure, Véronique, c'est le père qui l'apporte. On verra ça tout à l'heure. La mère, son rôle biologique, c'est manger plus chaleur. Le contact, il vient avec la nourriture. Je ne suis pas nourri, je n'ai pas de contact. C'est parce que ça se fait au sein. Donc, effectivement, c'est manger, mais pour que je mange, ben, il faut que maman m'aime. Donc, l'homme préhistorique ne va survivre que si sa mère l'aime. D'accord? Si sa mère l'aime, c'est bon. Il survit, pas de souci. Inconditionnel, Brigitte, on n'est pas encore à ce moment-là dans l'inconditionnel chez l'homme préhistorique, on est dans la survie. Mais la réponse est pas fausse. Oups là, je vais trop vite. Hop, 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 je vais aller trop vite. Donc, amour. Parce que l'amour de maman va m'apporter nourriture et chaleur. Et avec ça, archaïquement, au niveau vital, c'est bon, je survis. Je l'ai montré, vous l'avez peut-être déjà tous vu, trop tard, donc j'y vais, allez. Le père de l'homme préhistorique doit donner à son enfant de la reconnaissance. Si je ne reconnais pas mon enfant, je ne vais pas le protéger, donc il n'aura pas de place dans le clan, pas de sécurité et donc pas de valeur. C'est important pour moi, bébé d'homme préhistorique, que mon père me reconnaisse. D'accord? Parce que ça va, de sa reconnaissance va découler tout le système. Et là, vous commencez un petit peu à vous dire, OK, c'est mon inconscient qui a gardé ce système-là, c'est 85% de mon fonctionnement, ça voudrait dire que moi, j'ai besoin d'amour et de reconnaissance pour survivre. En tout cas, pour vivre aujourd'hui, parce que je suis plus dans la survie. Mais OK, commencez à réfléchir, puis vous me direz si ça vous parle. Et du clan, qu'est-ce que l'adulte préhistorique a besoin du clan? Qu'est-ce que le clan va lui apporter? Qu'est-ce qui va assurer sa survie à travers le clan? Véronique, est-ce que les hommes préhistoriques fonctionnaient en famille, couple, enfant? De toute façon, ils fonctionnaient en mère-enfant, les mères nourricières et les pères protecteurs. Donc même si ce n'est pas la fonction papa-maman, c'est la fonction maternelle-paternelle, homme et femme, et ça se retrouve aujourd'hui de la même façon. En tout cas, dans l'hypothèse que je fais et que je valide tous les jours en thérapie TEFT. Donc l'adulte, de quoi il a besoin? Puisque lui, l'adulte, par contre, il fonctionne en clan. Aujourd'hui, on est en famille dans notre maison, mais à l'époque, on est dans la grotte et c'est juste le clan. C'est une totale différence, mais père au sens large et non géniteur. Oui, exactement, Véronique.
Ce qui revient quand on dit père au sens large, eh bien, il y a père dedans. Et à un moment, quand le clan s'est séparé en petites familles, le père de la famille a pris le dessus. Augmenter le son, ah non, je ne peux pas moi augmenter le son, il faut que vous l'augmentiez chez vous, parce que moi, mon micro, il enregistre ce qu'il enregistre. Et normalement, le son est calé assez fort. C'est de votre côté, Beyer, qu'il doit y avoir quelque chose. Et je ne vais pas parler plus fort parce que ceux qui sont bien calés vont m'en vouloir après. Donc, l'adulte du clan, il attend quoi, selon vous? Ceux qui ne savent pas, ceux qui savent, ils ne vont pas répondre, c'est pas drôle. Le soutien de son clan, ouais. Sécurité, protection, amour, une place pour compléter la richesse dans le groupe, non. Pas l'amour. Protection, chasser ensemble, ouais, exactement. Le clan permet d'avoir plusieurs espaces dans lesquels l'adulte va avoir sa place pour remplir son rôle. Et donc, il a besoin du clan pour survivre. Il a besoin que le clan l'accepte. Donc, il n'a pas besoin de sécurité. Son premier besoin, ce n'est pas la protection. Son besoin, ce n'est pas le soutien. Son premier besoin, c'est d'être accepté dans le clan. Si je ne suis pas accepté, tout le reste, ça n'existe pas. Et si je suis chassé du clan, vous imaginez bien que l'homme préhistorique tout seul, ou même avec sa femme, son enfant dans sa grotte, il ne va pas survivre très longtemps parce que quand il part chasser, c'est lui qui devient la proie, il n'est pas en groupe. Et quand il part chasser, sa famille est potentiellement pas à l'abri dans sa grotte. Donc, le clan est une obligation pour survivre, et ça a perduré des millions d'années, puisqu'on est sédentarisé à peu près il n'y a que 10 000 ans, un peu moins de 10 000 ans. Donc, c'est plusieurs millions d'années où on a vécu en clan, et cette notion de clan, elle est très très forte dans nos inconscients reptiliens, limbiques plutôt. Mais le résultat d'être accepté, c'est que oui, je vais avoir la protection, et je vais être en sécurité, je vais pouvoir chasser, me nourrir ma famille, etc. etc. Mais la base, c'est la reconnaissance. Or, qu'est-ce que moi, homme préhistorique adulte, ou qu'est-ce que moi, enfant, pardon, préhistorique bébé, je dois faire pour avoir cet amour de maman, cette reconnaissance de papa et cette acceptation du clan? Qu'est-ce que je dois faire? C'est toute la clé. C'est pour moi toute la clé de tous nos problèmes, tous, relationnels, comportementaux, physiologiques. Ça tient dans ce mot-là. Se conformer, oui, exactement. Dit comment? Je dois me conformer à quoi? Être loyal. Ben voilà, c'est existé, c'est écrit en haut, Shirley, bien vu. Je dois être loyal à ma mère, à mon père et au clan. Alors, loyal à maman, ça veut dire quoi? Pour avoir son amour, il ne faut pas que je la contredise. Il ne faut pas que j'aille contre elle. Il faut bien que je fasse tout comme elle a envie que je fasse pour qu'elle continue à me donner son amour. Sinon, comme amour égale nourriture, si j'ai plus d'amour, j'ai plus de nourriture. Donc, perdant l'amour, ça ne marche pas. Pas pareil pour la reconnaissance du papa. Mon père va me reconnaître si je suis son cadre et si je suis ce qu'il a appliqué, si je suis ses règles. On commence déjà à parler là de société patriarcale. Et tant que je ne rentre pas dans ce cadre-là, je ne suis pas reconnu, donc je n'ai pas la protection, je n'ai pas la sécurité et je n'aurai pas tout ce qui va derrière. Bonjour 1935. À l'intérêt collectif, oui, cet adulte, pour rester dans le clan, doit être accepté, d'accord? Et pour être accepté, il doit être loyal au clan. Lui non plus n'a pas le droit de transgresser les règles du clan. Et il y a des règles à l'époque établies dans le clan, des règles de fonctionnement. On peut très bien les imaginer, puisqu'on en a toutes nos règles de fonctionnement en village de nos ancêtres, on va dire un peu plus récents, de moins de 2000 ans, ont suivi des règles qui étaient basées sur des règles de fonctionnement propres à chaque clan. Et dans un certain clan, on ne pouvait pas faire ci ou faire ça. Donc, pour rester dans ce clan, il fallait être obéissant aux règles, loyal
au clan. Comme je dois être loyal à maman et loyal à papa. Et c'est cette loyauté familiale archaïque qui va, depuis 2 ou 3 millions d'années, nous permettre de survivre, pour assurer notre survie propre, mais à travers nous, la survie de l'espèce. Ok. Où je veux en venir? Je veux en venir que ce fonctionnement-là, on l'a gardé, alors qu'on n'est plus du tout en insécurité, qu'on a en tout cas dans notre pays, je dis bien dans notre pays, hein, on a le RSA, la Sécu, les allocs, etc., qui nous permettent de survivre même si on n'a pas de travail. D'accord? Et même si on est rejeté par le clan, globalement, on s'en sort, on survit. Donc, on n'est plus impacté par la survie aujourd'hui. Pourtant, ce système-là continue de fonctionner. Je vais vous le montrer aujourd'hui, et il y a plein d'autres vidéos qui en parlent encore plus détaillées. Pourquoi? À cause simplement du temps qu'on a passé. On a pris une habitude, si je peux la nommer comme ça, c'est un peu réducteur, mais on a pris une habitude d'être dans cette survie. Et aujourd'hui, nos inconscients sont encore dans cette survie. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans une humanité qui est âgée de 3 millions d'années, on est assez en sécurité pour vivre autonome tout seul au fond d'une cabane dans les bois que depuis, selon mon approximation, environ 300 ans. Et si vous dites 100 ans, c'est bien. Si vous dites 500 ans, c'est pareil. Pour moi, dans le calcul, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que ça fait que 1/10 du temps écoulé depuis que notre inconscient humain se construit, se valide et fonctionne. 1/10. Alors, 1/10, ce n'est pas tellement visible comme ça. Donc, j'ai réduit ces 3 millions d'années à 1 an. Et 1/10 de 1 an, c'est 52 minutes. Sur 1 an, ça fait que 52 minutes qu'on est en sécurité relative pour survivre. C'est-à-dire que ça fait 364 jours, 23 heures et 8 minutes que je cours comme un dératé pour échapper au loup. Et là, je suis tranquille chez moi depuis 52 minutes. Est-ce que vous ne pensez pas que j'ai encore peur des loups? Est-ce que j'ai même déjà arrêté de transpirer au bout de 52 minutes? C'est même pas sûr. Donc notre inconscient continue à suivre ce système-là et on en a encore pour quelques millions d'années avant qu'il en sorte. Donc on doit faire avec. Mais quand on a compris comment il fonctionne, on peut faire avec. Et c'est très intéressant du coup de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir sortir de ça. Là, c'est sous forme graphique. Il y a une grande ligne droite qui fait 1 an et le trait vert, et encore, je n'ai pas fait assez fin, je pense, ça fait 52 minutes. C'est ridicule. Bref. Ok. Pourquoi? Là, c'est pourquoi on vit ça. Ok. Mais maintenant, comment c'est transmis? Parce que bien sûr, on porte l'histoire de nos ancêtres, mais comment c'est transmis? Et c'est toutes des questions que je me suis posées moi quand je suis rentré dans la psychogénéalogie, parce que je sortais j'étais encore même dans mon travail de chef de projet en bureau d'études, donc j'avais besoin de comprendre, et j'ai besoin de trouver un sens à ça, et j'ai trouvé un sens que je vous propose aujourd'hui. Pour moi, c'est transmis, ces conflits-là émotionnels sont transmis par les dates. Les dates qui viennent d'où? Les dates parce que tout ce qui est vivant suit un cycle. Le Soleil autour de la Terre, le Soleil lui-même dans notre galaxie, d'accord? Mais le cycle menstruel des femmes suit un cycle, même jusqu'aux phases de la cellule suivent un cycle. Je nais, je vis, je meurs. C'est le cycle. Ce cycle-là, l'homme a eu besoin de se l'approprier 8000 ans à peu près avant Jésus-Christ, pour faire un calendrier de façon à ce qu'il puisse semer et s'implanter et profiter des saisons. Donc, il a fait un premier calendrier. Il aurait, alors selon ce que j'ai recherché, hein, il aurait été amélioré 900 ans avant Jésus-Christ par les Mayas, puis 753 ans, c'est précis, avant Jésus-Christ, par un calendrier romain, qui dans nos pays, attention, encore une fois, les pays d'Afrique du Nord n'ont pas de calendrier, n'ont pas eu de calendrier, donc il n'y avait pas d'état civil, pas de date, qui dans nos pays a été remplacé par le calendrier julien, qui date de 45 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire depuis 45 ans avant Jésus-Christ, 2065 ans, nous avons un 1er mai.
et c'est un 1er mai. Il ne s'est pas appelé autrement, sauf chez nous en France pendant une courte période entre 1793 et 1806, je crois, avec le calendrier révolutionnaire, duquel ils sont très vite revenus parce que c'était un bazar innommable, puisqu'on avait une base de 364,25 jours par an. Bref, calendrier julien, on le suit depuis le début. Ces dates auxquelles il arrive des événements, elles reviennent toutes les années. Donc, tous les événements, positifs ou négatifs, naissance, décès, mariage, fête du prénom, diplôme, accident, réussite, échec, etc., tout ce qui va être imprimé par l'inconscient est imprimé et classé dans un dossier tamponné avec la date, parce que ça arrive à une certaine date. Et vous avez peut-être pressenti qu'il y a certaines périodes de l'année où oui, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Et bien peut-être que dans votre recherche d'ancêtre, vous allez retrouver une période de l'année où il s'est passé des choses, toujours les mêmes, dramatiques, qui vous pèsent inconsciemment. Ou alors vous savez peut-être plus consciemment que cette période de l'année, c'est pas novembre, c'est juste février, ou c'est en avril, ou j'aime pas le printemps, ou j'aime pas Noël, des choses qui sont des fois un peu bizarres. Juste, elle vous ramène à des événements que vous avez connus, vous, la perte de votre grand-père adoré à Noël. Et du coup, vous n'aimez pas Noël. C'est pas parce que c'est Noël, c'est parce que la date vous ramène toujours à la même émotion. Et là, vous commencez à comprendre que peut-être que sa théorie à Christophe, elle tient debout. Si vous n'êtes pas d'accord, vous prenez la parole, on en discute, parce que je peux en discuter des heures, et je serais curieux d'avoir votre regard là-dessus. J'adore débattre de ça. Pour vous expliquer comment ça marche, je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre l'exemple d'Elsa, qui a 18 ans quand elle vient me voir en 2011. C'est un vieil exemple que j'ai toujours gardé parce qu'il est le plus parlant. Un message. Muriel, le mois de mai est riche en émotions. Naissance de mes 2 filles, de ma mère, de mon mariage. Ok, ça c'est positif. Peut-être. Pas. Donc, je reçois Elsa en 2011. C'était un cabinet que j'occupais en Suisse à l'époque de temps en temps. Et elle vient me voir pour un syndrome de Raynaud. Syndrome de Raynaud, si vous ne savez pas, ce sont les mains froides, les pieds froids. C'est qu'un syndrome, ce n'est pas la maladie de Raynaud. Donc, elle n'a pas les mains blanches, les pieds blancs, parce que c'est l'extrême, la maladie. Mais elle a un syndrome, c'est-à-dire qu'ils sont toujours froids, toujours, toujours. Et je la reçois en mai, je lui serre la main, il fait beau ce jour-là, c'est le printemps bien établi, et ses mains sont gelées. Alors, ça arrive que les gens aient des mains gelées, mais quand elle me dit j'ai un syndrome de Raynaud, je dis, ah oui, effectivement, je l'ai senti tout à l'heure. Et elle a 18 ans, elle s'est rendue compte de ça vers 14-15 ans, à force que ses copines lui disent mettez gelé, mettez gelé, mettez gelé. Elle s'est rendue compte qu'effectivement, chez les autres, les mains n'étaient pas gelées. Pour elle, c'était normal, elle vivait avec depuis toute petite. Donc, le syndrome de Raynaud, le décodage biologique en donne une explication, en tout cas une explication théorique, parce que c'est toujours le principe du décodage biologique, on pose une théorie et on la valide. Une théorie qui est basée sur la biologie, c'est du décodage biologique, c'est pas du décodage des noms. Et le décodage biologique nous dit que le syndrome du gisant va se manifester chez des personnes qui ont un besoin inconscient de rester en contact avec des morts. Pourquoi? Parce que les morts sont froids et que rester en contact avec eux par le froid, ça nous permet d'être plus proches d'eux. Pourquoi nos mains? Parce que c'est les 2 organes du contact. Et pourquoi nos pieds? Parce que encore aujourd'hui, dans notre inconscient, les morts sont sous la terre, même s'ils sont incinérés, les cendres, à un moment, on arrive à peu près à les répandre quelque part. Et de toute façon, c'est le principe archaïque premier qui prend le dessus. Donc les morts sont enterrés, point. Donc pieds et mains froids. Bon, c'est le décodage le décodage du syndrome de Raynaud. Je la vois rentrer avec ça, je mets ça dans un coin de ma tête. Mais ce que je note, c'est qu'elle est de type gisante. Donc Salomon Selam a défini ce que c'était le gisant, quelqu'un qui reprend la vie et qui vit à la place des morts. Et son type gisante, c'est-à-dire qu'elle est maquillée en noir, les cheveux teints en noir, mais vraiment c'est une teinture, habillée en noir, très pâle. Je l'entends à peine quand elle parle parce qu'elle chuchote juste comme ça. Désolé d'ailleurs que vous n'entendiez pas, mais c'est comme ça qu'elle parle au cabinet. Elle est effacée, complètement effacée, donc pas vivante. Ok, ça, plus ça, je dis, ah,
Là, ça parle deux fois des morts, il y a un truc. Donc, l'hypothèse du décodage, je dois rester au contact permanent avec les morts. Pourquoi? Pour honorer leur mémoire. Pourquoi? Parce que je dois être loyal au clan. Encore une fois, la loyauté prend le pas sur tout ce qu'on va pouvoir imaginer. Donc, je vais faire 5 séances au total avec Elsa. La première où je vais travailler sur un deuil qu'elle n'aurait pas fait dans sa vie d'enfant. Elle a que 18 ans, donc on a vite fait le tour. Effectivement, il y a une amie, une voisine qu'elle perd quand elle a 8, 9 ans, je crois, dans un voyage scolaire. Elsa, est malade, elle ne va pas faire ce voyage scolaire. Sa sœur, copine, voisine, va faire ce voyage scolaire et le bus va être écrabouillé par un train. Il y aura plein d'enfants morts, dont sa copine. Donc on travaille sur ça le premier jour, la première séance. Et ces symptômes que je lui ai fait noter en première séance, je dis voilà, aujourd'hui on part, on va dire que niveau température, vos mains sont à 0/20. Et ça nous permettra de coter ensemble, sans mesurer précisément la température avec un thermomètre, où en sont vos mains. Suite à la première séance, elle revient 15 jours après, ses mains sont passées à 6/20 et ses pieds à 8. C'est déjà énorme. Pour elle, elle n'a jamais pu ressentir avec tous les traitements qu'elle a essayé, quoi que ce soit dans ce sens-là. Donc, elle revient, elle est contente. Et là, je leur fais l'exposition du syndrome du gisant et du syndrome de Raynaud en décodage, en expliquant que gnani, gna, les morts, les ancêtres, etc. etc. Alors ça, je l'ai fait, pardon, dans la fin du premier rendez-vous. Donc, je leur demande à la fin du premier rendez-vous de revenir avec un arbre généalogique. Alors, je leur demande à elle, parce que elle, Elsa, est accompagnée par sa mère. Et ça m'a pas mal sauvé dans la séance, puisqu'elle parlait beaucoup, sa mère, et Elsa se taisait un peu. Non, je plaisante. J'ai eu des renseignements qu'Elsa ne pouvait pas avoir. Elles reviennent donc la deuxième séance avec un arbre généalogique que je vais vous présenter. Alors bien sûr, je l'ai reformulé, j'ai demandé à Elsa l'autorisation de l'utiliser. Pour ça, j'ai changé tous les noms de famille euh, pour qu'elle garde son anonymat, mais toutes les dates et tous les prénoms sont justes. Je tiens l'original à votre disposition si vous y tenez. Un arbre généalogique, ça ressemble à ça. Alors là, c'est qu'une partie hein, sur la droite. Elle est présentée en plusieurs images. Elle s'appelle Elsa. Elle est née le 15 janvier 93. Sa fête, c'est le 17 novembre. C'est la Saint-Elsa, dans un calendrier. Sa conception, c'est le 15 avril, aux yeux de tout le monde à l'extérieur. C'est-à-dire que la grossesse, c'est 9 mois, moins 9 mois ou plus 3 mois, ça fait 15 avril. C'est les dates qui représentent Elsa. Je ne vais pas plus loin là-dessus. Tout ça, j'ai expliqué dans d'autres vidéos sur le transgénérationnel pur. Pour moi, je l'admets. Aujourd'hui, je l'admets pour aller plus vite. Je vais chercher les dates que porte Elsa, alors à plus ou moins 7 jours. Ça, j'explique aussi pourquoi dans certaines vidéos. Pourquoi je cherche le 17 novembre à plus ou moins 7 jours, le 15 avril à plus ou moins 7 jours, le 15 janvier à plus ou moins 7 jours, dans les dates de ses ancêtres. Et je trouve Jean-François Léon. Alors là, il y a Elsa, il y a son père de ce côté, Pierre Roger, qui a un père Jean-François Léon, qui avait un grand frère Jean-François Léon, qui est né le 22 avril 1923, à 7 jours du 15 avril, donc je surligne, et qui est mort à 4 semaines. Mince. Et on a un Jean-François Léon qui est né le 17 novembre, hop, c'est la fête d'Elsa, mais un Jean-François Léon qui donc a fait quoi? Qui est venu remplacer son frère. Donc Jean-François Léon est ce qu'on appelle un gisant, c'est le double de son frère. Ses deux parents, Constant et Marcel, ont eu beaucoup d'imagination dans leur deuil, énorme qu'ils n'ont jamais fait. C'est de nommer leur deuxième fils comme le premier qui était mort. Et le deuxième fils, si on regarde bien, il est né le 17 novembre 24, donc il est conçu le 17 juillet 23, bien après le décès de son frère. Donc il vient bien être conçu pour remplacer le premier. Donc clairement, Jean-François Léon est un enfant de remplacement, est un gisant. Et quand je demande à Elsa, est-ce que son grand-père est très vivant, drôle et plein de blagues, elle me dit, ah non, non, lui, il est sur son fauteuil toute la journée, il dit rien, on dirait qu'il est mort. Bon, voilà, j'ai la confirmation.
Sylvie, la question sera, la question de la naissance prématurée sera abordée après. Mais bien sûr, je considère ça. En fait, ça sera abordé au niveau 2. Le niveau 1, on prend les dates officielles. Point. Dans le niveau 2, on commence à considérer d'autres choses, mais on n'en est pas là. Et encore pas pour tout le monde. Bref. Elsa est aussi en lien avec Roger, qui est décédé le 16 avril, mais à 91 ans. Donc là, ça va, c'est pas un drame, d'accord? Il y a un drame qui est connu dans la famille, c'est-à-dire que Edmond, il s'engage dans la Légion, il disparaît après la naissance de Monique, sa dernière fille, et il a abusé de Josette, sa deuxième fille. Tout ça, c'est connu, on le sait parfaitement. Donc c'est typiquement le genre de drame qu'on va aller consteller puisqu'on les connaît dans les constellations telles que je les ai vues. Attention, j'ai eu qu'un exemple de un thérapeute, je n'ai pas fait toutes les constellations du monde. Mais en constellation, on va consteller à peu près souvent ce qui est ramené par les gens et ce qui est donc connu, ce qui pour moi est donc conscient. Or pour moi, si Elsa développe un syndrome biologique, c'est parce que c'est son inconscient qui rentre en jeu. Donc elle ne peut pas connaître l'histoire. C'est pas possible. Si elle la connaissait, ce serait un syndrome comportemental. C'est la définition que j'en ai, et c'est dans ce sens-là que je cherche les ancêtres. Deuxième page. Donc là, c'est le résumé. Du côté paternel, est en lien avec un enfant décédé à 4 semaines et le remplaçant de cet enfant qui porte les mêmes prénoms, donc A et B. OK. Deuxième page, alors, je reviens sur celle-ci, pardon. Là, je vais mettre ça ailleurs. Là, vous avez le bout d'une autre famille. Anne-Marie et Louise sont les enfants de la famille de ce côté-là, c'est-à-dire on retrouve Elsa que j'ai transportée sur votre arbre avec son frère qui s'appelle Brice. Elsa, sa mère, Elisabeth, qui est la dernière de 4 enfants, et Elisabeth est issue de Jean-Pierre, qui est donc, si on reprend l'autre page d'avant, le frère de Anne-Marie, de Anne, pardon, et de Louise. D'accord. Dans cette fratrie-là, quand elle m'amène leur arbre généalogique, Elisabeth s'est renseignée auprès de son père. Elle a demandé tous les renseignements que je demandais de trouver. Son père lui a donné le livret de famille, et dans le livret de famille, Elisabeth va voir que son père a perdu une petite sœur à 10 mois, puis une autre à 4 mois, puis un frère à 12 mois, puis un frère à 17 mois, et si je vais plus loin, hop, 2 enfants à 5 mois. Sur 10 enfants, il y en a 6 qui sont morts. Elisabeth ne connaît absolument pas ce détail. C'est-à-dire qu'Elisabeth n'a jamais entendu parler de ses oncles et tantes qui sont morts, attention, ni de la part de son père, qui est encore vivant puisqu'elle lui demande le dossier, ni de la part de sa grand-mère qui est morte en 87, elle l'a connue quand même 30 ans. D'accord ? Personne n'a jamais abordé le sujet de 6 enfants morts sur 10. Vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça veut dire ? C'est un secret de famille dont on ne parle pas. Et j'ai cette chance-là pour vous présenter aujourd'hui ce secret de famille-là parce que c'est un arbre très court sur très peu de générations. Donc Elsa, qui va naître, elle va absolument pas connaître le secret de famille puisque sa mère ne le connaît pas non plus et va donc avoir à porter ce secret inconscient. Alors de quelle façon elle le porte? On va continuer. Elsa est en lien avec Jeanne Colette, la première enfant qui meurt en 1934, à 10 mois, 22 avril, 15 avril. Elle est en lien avec Juliette. On n'a pas la date de naissance, mais on a la date de décès, 14 avril à 4 mois. Okay. Elle n'est pas en lien avec Paul Maurice. Non. Mais par contre, elle est en lien avec le deuxième Paul Maurice, parce que, ben oui, il y a un Paul Maurice qui est né. Entre deux, c'est une fille qui est apparue, donc elle ne peut pas aider son frère à être remplacé. Donc l'enfant qui suit, Paul Maurice, eh ben, c'est comme Jean-François Léon, on l'appelle de la même façon, sauf que lui, il va porter le 21 avril, qui est la date de décès de Jeanne et celle de Juliette, okay, plus le prénom de Paul Maurice, et lui, ben, il va mourir le 20 novembre à 17 mois. C'est tellement lourd pour Paul Maurice de porter tout ça que non, il ne survit pas. Mais Elsa porte aussi l'histoire de Pierre, son arrière-grand-père, qui lui est le père qui perd 6 enfants sur 10,
Et elle porte aussi, à travers la fête de Constance le 8 avril, l'histoire de sa grand-mère Charlotte qui perd 6 enfants sur 10. Si vous avez des enfants, vous pouvez imaginer ce que c'est que d'avoir 10 enfants et d'en perdre 6. Si vous n'en avez pas, vous pouvez imaginer aussi. Ça vous touchera moins fort, mais c'est énorme. Surtout des enfants de 4 à 17 mois. C'est des enfants que vous avez allaités, qui ont grandi, qui se sont développés d'un seul coup, ils disparaissent. Et on n'est pas vieux, hein, on est en 1934, 41 pour les derniers. C'est vraiment très récent. Et oui, c'est horrible. Et Cyrielle qui réagit en disant c'est horrible, je pense que dans son arbre, comme dans les arbres de tout le monde, on va trouver plein d'enfants morts. Parce que si ça la touche si fort, c'est qu'elle porte cette histoire-là. Et que voir cette histoire-là chez les autres, ça la touche. Donc Elsa porte tout ça de ce côté. De ce côté-là, il n'y a aucun intérêt. Elsa est en lien avec Jean-Joseph, 18 novembre, mais lui, il ne vit pas de drame, a priori, parce que pour moi, il y en a un, là, de drame, qui n'est pas noté, mais je n'ai pas d'infos dessus, donc je ne peux pas travailler dessus. Ok. Donc je fais avec ce que j'ai. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Dans la deuxième séance, donc je prends mon stabilo et je fais ça. Je fais ce travail-là pour montrer à Elsa tout ce qu'elle porte, pardon. Parce que tout ce qu'elle porte, ça va la toucher. Et quand je vais la toucher, je repasse un moment sur Facebook. Non, c'est tout bon, il n'y a pas de nouveauté. Je regarde juste les messages. Mais c'est bien, vous êtes tous là, c'est agréable. C'est la première fois que ça le fait aussi bien. Merci d'être là. Je retourne là sur Zoom parce que c'est l'intérêt. Sylvie, quand tous ces morts d'enfants sont connus, que ce n'est pas un secret, est-ce que ça impacte aussi autant? Non, c'est ce que je viens d'expliquer. Dès que les morts sont connus, c'est une connaissance qu'on a, donc ça n'impacte pas. Ce n'est pas les morts connus qui vont impacter, c'est les deuils non faits. Et le mort connu, c'est une chose, mais si ses parents n'ont pas fait le deuil, que vous portez l'histoire des parents ou l'histoire du mort, eh bien, vous portez l'histoire du deuil non fait. Et quand on s'appelle Sylvie, j'en ai déjà discuté plusieurs fois avec toi, je te tutoie parce qu'on se connaît par bien plein d'autres biais, si il vit, dans le langage des oiseaux, ça sous-tendrait que tu portes l'histoire d'un enfant qui n'a pas vécu, puisqu'on t'a appelé si il vit pour remettre en vie cet enfant qui est mort. Donc peut-être que tu connais plein d'histoires d'enfants morts, mais que les ancêtres n'en ayant pas fait le deuil, tu continues à porter l'histoire négative de l'enfant mort. Pour répondre à Beyer, si c'est un secret de famille qu'on ne connaît pas l'histoire, c'est notre biologie qui va réagir par une maladie. Si c'est connu, c'est un comportement limitant qui va sortir chez nous. Et quand on apprend qu'un enfant est décédé, mais bien plus tard, je ne comprends pas la question. C'est vous l'avez appris plus tard ou il est décédé plus tard? Si l'enfant est né à la date du décès d'un autre, eh ben, il vient encore mieux remplacer l'enfant mort avant. Donc c'est typiquement un enfant de remplacement. Sylvie, plein d'oncles morts et frères aussi. Oui, dans ton arbre, c'est évident, Sylvie, qu'il y a plein de morts. Et c'est pas tellement la quantité de morts, c'est la façon dont les gens autour, je dis vraiment les gens autour, c'est-à-dire le père, la mère, mais les frères et sœurs, c'est très très important ça. Comment ils ont géré ces morts? Comment ça a été géré affectivement? Super. Donc Brigitte a déjà fait le boulot, syndrome de Raynaud, avancer son arbre. Suivant les vidéos, j'ai déjà détecté des dates en lien avec ma date de conception, de naissance et de fête. Bravo Brigitte, il n'y a plus qu'à bosser. Shirley, mes grands-parents ont caché qu'un enfant est mort et l'ont appris au décès de mon grand-père. Et on l'a appris au décès de mon grand-père. Oui, ça c'est un secret de famille. Les grands-parents n'en parlent pas parce que c'est un drame pour le grand-père. Il n'en fait jamais le deuil. On l'apprend plus tard, mais on apprend le secret. On n'apprend pas la résolution. Le grand-père est plus là pour faire le deuil. Donc on porte potentiellement le deuil. Attention à tous les morts que vous avez dans votre famille. Il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant je suis sûr que je suis impacté
avec le deuil, j'ai regardé vos vidéos, parce que ma grande-tante est morte quand elle avait 5 ans et ma grand-mère s'en est jamais remis. Bon, ma grand-mère. Mon arrière-grand-mère s'en est jamais remis. Mais, désolé madame, tant que moi je n'ai pas fait le lien de date entre vous, cette arrière-grand-mère, cette grande-tante ou cette grand-mère, je ne peux pas dire que vous portez l'histoire. Parce que ce n'est peut-être pas vous qui réglez ce problème-là. Donc attention à ce que vous connaissez, parce que, encore une fois, si vous le connaissez, ça ne peut avoir un impact que comportemental, pas biologique. Prudence, il n'y a que les dates qui vont me donner des liens précis où je vais valider des choses, et c'est parce que j'ai besoin de dates que j'ai besoin que vous ayez un arbre. Et du coup, au lieu de passer des heures en séance de thérapie à faire des généalogies avec chaque personne, parce que je ne trouvais pas très juste de faire payer 70 € pour faire une séance de généalogie, ça ne me semblait pas très logique. J'ai décidé de monter ces formations pour donner ça à plus de monde et du coup, avoir cet espace-là spécifiquement dédié à la généalogie. C'est plus logique pour moi. Et pendant ce temps-là, en séance, je ne fais que de la thérapie. Parce que perdre du temps à faire de la généalogie, ce n'est pas intéressant pour le consultant. Cyrielle, ces morts qui ont une influence sur nous, ce sont des ancêtres récents, c'est possible que ça remonte encore plus loin. Merci Cyrielle de la question super intéressante. Ça peut remonter, selon mon expérience, à la 5e génération au-dessus de vous, pas plus. Après, on commence à avoir des répétitions de répétitions et on va dire vos grands-parents vont réparer au maximum 5 générations au-dessus d'eux, mais ce qu'ils vont vivre, eux, ils vont le léguer à 5 générations au-dessous. Donc vous êtes dedans et on va regarder que les 5 au-dessus. Pas la peine de faire un arbre sur 14 générations, vous allez retrouver des répétitions incroyables parce que tout le temps que ce n'est pas réglé, ça se répète. Il suffit de régler ce qu'on porte sur 5 générations pour que ce soit fini. Il y avait une question qui était intéressante de Véronique. Ma fille est née à l'anniversaire du décès tragique de mon petit frère dont j'étais la mère de remplacement. Oui, Véronique, je comprends pourquoi vous travaillez en psychogénéalogie. Votre fille est donc l'enfant de remplacement de votre petit frère, mais à vos yeux à vous, mais aussi sûrement aux yeux de vos parents qui n'ont jamais fait le deuil de votre petit frère. Est-ce que je me trompe en disant que vos parents n'ont pas fait le deuil de votre petit frère? Je ne pense pas me tromper, hein. Je peux peut-être même presque mettre une bouteille dessus. Jérôme, c'est une bonne raison d'emmener nos enfants quand il y a des deuils dans nos familles et de ne rien cacher. Oui, 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 oui. Le problème, Jérôme, c'est qu'on est soumis à la loyauté familiale et que si les grands-parents, ça leur fait tellement mal qu'ils ne veulent pas en parler, et ben on n'en parlera jamais pour simplement pas blesser nos parents parce que sinon, on sort de la loyauté, de leur demande consciente ou inconsciente de ne pas en parler. Sylvie, comment on fait quand le prénom donné à l'état civil n'est pas celui qui était dont on appelait la personne? Ma mère est Isabelle Jeanne. Votre mère, enfin ta mère Sylvie, voulait s'appeler Jeanne pour éviter le poids transgénérationnel de Marguerite, mais de toute façon, elle le portait parce que c'est ce qui a été estampillé sur sur son acte de naissance. Elle a juste choisi Jeanne en espérant échapper inconsciemment à un truc, mais tu vas voir en étudiant Jeanne aussi que ça prendra un sens. Quand vous dites deuil non fait, on parle de qui uniquement? Les parents? Non. Non, bien sûr, Muriel, un enfant qui meurt va impacter bien sûr les parents qui peuvent ne pas faire le deuil, mais va aussi impacter les frères et les sœurs qui sont présents quand l'enfant meurt, c'est-à-dire ceux d'avant, ou les frères et les sœurs après, qui vont naître après l'enfant mort. Et ça, je l'explique dans le niveau 2. C'est très, très intéressant parce que c'est un regard particulier. Véronique, ma mère était aussi morte tragiquement. Ok. Donc, il fallait la remplacer. Lolo, et quand on est issu d'une famille où il y a eu un génocide, là, ça rentre dans des conditions hyper particulières, hyper dramatiques, Lolo. Il faut travailler à un niveau non plus familial, mais sociétal sur le génocide. Mais on peut le faire de la même façon. Brigitte, mon arrière-grand-père s'est égorgé. La famille n'a pas récupéré le corps. Il a été mis dans une fosse commune à Lyon. Sympa ça. Là, il y a un deuil à faire de la famille, potentiel. Mais encore une fois, Brigitte, c'est pas dit que tu portes cette histoire si les dates ne te mettent pas là-dedans. Ça, c'est aux dates de décider. En tout cas, c'est comme ça que je vais le voir. Je continue.
parce que c'est pas fini. Ben non, c'est pas facile. Donc Elsa, on va faire 5 séances au total, je vous ai dit. La deuxième, je présente son arbre. Rien que le fait de comprendre qu'elle est liée à ces ancêtres-là. Quand elle revient à la troisième séance, ses mains sont passées à 10 sur 20, ses pieds à 12. C'est ça, 8 et 10, je ne sais plus. Bref, ça a augmenté de 2 points. Et 2 points, pour moi, c'est 10% du problème. Donc, ça vient valider la théorie du décodage biologique qui dit que quand tu prends conscience d'un problème inconscient, tu en résous une dizaine de pourcents de ces symptômes. La troisième séance, donc, on fait la réparation familiale. J'explique comment dans une vidéo dont je vous ai Christophe, déjà... les, Oui, les- les ratios des 10%, c'est quelque chose que tu utilises souvent en référence? ouais, 10 ou 20%, c'est 20% maxi en fait. Ok, Tant merci. que je reviens là, hop, 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 j'ai tout perdu. Voilà, non, je partage plus, c'est cool. Euh, Prendre conscience du problème ne résout en moyenne, c'est une moyenne, que 10 ou 20% du problème ou 10 à 20% des cas. Et là, il y a des gens, la prise de conscience, ça suffit. Il y a des gens au cabinet, c'est très très rare, hein. C'est pour ça que 10%, c'est déjà beaucoup là-dessus. Leur faire prendre conscience de ce qu'ils portent, ça leur suffit à ce que la séance d'après dans 15 jours, il n'y ait plus de symptômes, ça ait disparu, ils reviennent me dire merci, sans qu'on travaille. Mais souvent, ça suffit. Question super intéressante de Cyrielle. Comment faire pour retrouver les frères et sœurs de nos ancêtres car ils portaient souvent le même prénom à l'époque? Eh bien, Cyrielle, vous êtes là pour apprendre ça tombe bien. Véronique, confère la psychanalyse, exactement. Les psychanalystes utilisent le transgénérationnel et c'est pour ça que je peux me baser sur quelque chose qui est reconnu, sauf que je l'ai adapté et que je suis arrivé à en faire une grille de lecture qui est un poil différente de ce que j'ai vu jusque-là. Je repartage. Il est passé où? Ben, il est parti. Non, il est là. Ok. Je repartage parce que c'est pas fini. On est sur Elsa. Hop. Donc, on fait la réparation. Elle revient sur la quatrième séance. On parle globalement, rapidement de François, de Jean-François Léon, parce que c'est pas le plus important, c'est pas là qu'il y a le plus de drame. Et la cinquième séance, elle revient complètement changée physiquement. C'est-à-dire que elle arrive maquillée en couleur, c'est de l'eyeliner vert. Elle est revenue à la teinture naturelle de ses cheveux. Elle a reteint dans sa couleur naturelle, elle me le dit. Elle est habillée normalement, c'est-à-dire plus en noir. Et surtout, elle commence à sortir avec des nouveaux amis. Elle est revenue dans la vie. Mais elle s'en est pas rendue compte. Je lui dis, mais t'as changé la couleur de tes cheveux? Ah ouais, je suis revenu au naturel, c'était comme ça. Mais ouais, ok, c'est comme ça. Et puis, t'as changé ton maquillage aussi. Ah non, 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 j'ai pas changé mon maquillage. Je dis, si, ça fait 5 fois que je te vois, t'as toujours été maquillée en noir. Donc peut-être t'avais d'autres couleurs, hein. Et là, il y a sa mère qui lui dit, mais Elsa, l'autre jour, je t'ai vu acheter cet eyeliner vert, je t'ai regardé, j'ai rien dit, et depuis, tu portes que ça. Et là, Elsa, elle réagit, ah, effectivement, c'est la première fois que j'achète de la couleur. Ah, je ne m'en étais même pas rendu compte. Et elle est habillée plus en noir. Elle m'a dit, ouais, j'ai eu du mal j'ai fait le rachat des habits parce que j'avais que du noir et c'était pénible. Dans son inconscient, les choses avaient changé sa structure et elle ne pouvait, se basant sur sa structure, que pas voir ce qu'elle faisait, puisque sa structure interne avait changé. Elle a 18 ans quand on fait ça. Quand je la contacte, elle a 22 ans pour faire cette présentation et elle fait des études de communication événementielle. Là, elle est carrément revenue dans la vie. Et c'est clair. Et plus de syndrome de Raynaud, plus rien. C'est pas revenu en 4 ans. C'est réglé. Elle a plus froid. Alors oui, le chiffre quand même. Elle finit avec, alors c'est de mémoire parce que c'est dans mes notes, je crois les mains à 18 sur 20 et les pieds à 19, un truc comme ça. Donc elle n'a plus aucun problème de température. Et elle a fait que ça. 5 séances, 2 mois et demi. C'est tout. Donc ça marche. Juste pour vous dire et vous démontrer, alors Cyrielle, question intéressante avant ça. Elsa avait un syndrome de Raynaud, mais est-ce qu'on peut avoir des conflits avec les morts sans symptômes précis? Oui, et ça dépend.
si on porte une histoire de mort, on va forcément le traduire d'une façon ou d'une autre dans sa vie. Et le but de la thérapie TEFT, c'est d'arriver à identifier s'il faut travailler plus sur le transgénérationnel, plus sur la famille de ce qui s'est passé avec papa, maman, ou plus quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie à moi. Donc on peut pas, on ne peut, on peut ne pas se rendre compte du symptôme. Oui, on peut très bien ne pas se rendre compte parce que le deuil non fait, c'est le plus grand de, de tous les drames, d'accord, que j'ai pu voir, qu'ils soient chez les ancêtres, chez les parents dans notre vie. Un deuil non fait, il n'est pas fait parce que la vie s'est arrêtée à un moment où, pour moi, c'était incapable de gérer qu'elle s'arrête. Et la vie, c'est quelque chose qui, depuis 3 millions d'années, nous est demandé dans notre programme inconscient de survie de se reproduire, de donner la vie pour qu'on survive. Donc si elle s'arrête brutalement, on n'en fait pas le deuil, c'est ce qui nous impacte le plus, mais on peut ne pas s'en rendre compte tant qu'on n'a pas commencé à ouvrir les yeux sur les symptômes avec le décodage biologique, par exemple. Donc on verra peut-être ensemble vos symptômes et je pourrais vous dire voilà ce qui se passe, mais ou pas. Après, le but de ce niveau-là, c'est d'apprendre à construire l'art pour qu'on puisse utiliser les informations. Parce que si elles sont précises, vous allez voir, c'est une pépite. Donc, en 2018, quand j'ai fait ce PowerPoint, la loyauté au clan et à ses parents est obligatoire pour sa survie et celle de l'espèce. Ce qui veut dire qu'en 2018, je réagis, moi, comme réagissaient mes ancêtres préhistoriques. Ça n'a pas changé. Je suis toujours le même, je suis toujours guidé par les mêmes choses. Ça ne bouge pas et ça ne change pas. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, je vous propose de trouver, premier niveau, et guérir les drames de vos ancêtres, en conscience, cette fois-ci, puisque de toute façon, vous êtes né pour ça. Une de votre raison d'être, de vous appeler Brigitte née à telle date ou Christelle née à telle date, c'est de réparer quelque chose de votre famille. On est tous, nous enfants, des solutions biologiques de chacun de nos deux parents pour réparer leurs histoires transgénérationnelles aussi. On n'est pas que ça, mais on est ça aussi. Et quand le ça prend beaucoup de place, eh ben, notre vie se résume un peu à suivre celle de nos ancêtres. On va voir au niveau 2 comment ça se passe. Donc guérir les drames, effectivement, ça sera en thérapie pour vous ou au niveau 3 pour ceux qui suivront la formation TEFT. Mais je fais un résumé de ce que je présente. Comment apprendre cette thérapie transgénérationnelle et l'utiliser en séance? D'abord, il faut faire réaliser un arbre généalogique familial sur 5 générations au-dessus. Ça, c'est la formation niveau 1 que vous êtes en train de regarder, là, qui commence. Rechercher les dates communes, rechercher le drame, ça, c'est la formation niveau 2 qui vous permet d'apprendre à décoder votre arbre. Et ça, c'est déjà du travail thérapeutique. Et dans ce niveau 2, vous faites déjà 20%, là, c'est ce que j'ai vu, en comprenant ce que je porte comme drame, je règle déjà 20% des symptômes que je porte sur ce drame-là. Alors après, dans la formation TEPT, c'est la dernière partie, la constellation familiale réduite, ce que j'appelle aujourd'hui réparation familiale, où je vais faire exprimer ce qui n'a pas été par les ancêtres, faire reconnaître ce qui n'a pas été, ou faire accepter les blessures des uns par les autres, ou des uns sur les autres, jusqu'à apaiser les tensions, de façon à ce que le consultant puisse demander à ses ancêtres sa liberté sur le rôle qu'il a tenu jusque-là. Ça, c'est la réparation. Muriel, une autre question. Est-ce qu'un enfant qui remplace un aîné mort va vivre pour deux? Il peut vivre pour deux, complètement. L'hyperactif, je le trouve plus dans une notion de la mère qui a peur de perdre son enfant. Mais ça, c'est une généralité aussi. Ok, je suis là avec vous. Il ne faut pas que je me perde, hein, parce que j'ai qu'une heure et demie et j'ai déjà pris pas mal de temps. Boum, 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 boum. Donc, je vais devoir... attendez, je regarde mon planning. Je prévois une heure et demie, mais quand je suis parti dedans, c'est un peu compliqué des fois. Je crois que j'ai... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, 13 minutes. 12. Faire 12 minutes.
Euh, Qu'est-ce qui est important que j'avais à vous dire? Le fil de mes pensées. Oui. Pour vous rappeler que tout à l'heure à 14 heures, ben voilà, je m'écoute moi-même. Donc, il faut que je coupe quelque chose là. Pardon, je m'entends moi-même. Hop, voilà, c'est fait. Boum, 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 je suis là, vous êtes là. OK. Je veux présenter, parce que c'est important, le support de formation que vous allez avoir, que je vais vous diffuser au fur et à mesure, qui vous donne le programme précis, qui est celui-ci. Voilà. J'en suis à la révision 19, hein, c'est pour vous montrer que je le fais évoluer en permanence suivant toutes les nouveautés que je trouve au fil de l'eau. Il s'enrichit chaque fois parce que tout évolue, donc la formation évolue aussi. La table des matières. On va voir, on va faire une petite introduction sur ce qu'on vient de faire. Une définition de qu'est-ce que c'est faire sa généalogie, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça ressemble un arbre généalogique. Vous allez apprendre à stocker et présenter le résultat de vos recherches, à classer vos documents généalogiques, parce que très très vite en faisant des recherches, on va être débordé par les éléments, et c'est une des premières choses qu'on a à faire, comment on les classe. On va parler de numérotation de vos ancêtres, donc en généalogie, c'est les numéros SOSA. Je présente ce que c'est et comment on les fait. Je vais toutefois vous donner des astuces si vous voulez vraiment le faire sur papier. Bref, on en reparlera. Pour moi, c'est quand même plus pratique les logiciels de généalogie. Donc, on aura une présentation des logiciels de généalogie généraux. Ensuite, vous ferez votre choix et je développerai plus tel ou tel logiciel suivant ce que vous aurez choisi. C'est-à-dire que j'adapterai la formation suivant vos choix. On ne peut pas faire mieux. Donc là, c'est la présentation des solutions logicielles en B3A. Je vous apprendrai à imprimer votre arbre parce que ça a l'air bête comme ça, mais il y a pas mal de fonctions à connaître. On parlera du format GETCOM, qui est le format d'échange généalogique entre les généalogistes. Et puis ensuite, on rentrera dans la partie rechercher vos ancêtres. Quoi, comment et où? Qu'est-ce qu'il faut chercher? Quels sont les actes importants, les infos clés à trouver? Où trouver ça? Alors là, il y a l'arbre généalogique qui est fait dans la famille, il y a l'état civil en mairie, il y a une partie super importante sur vos droits d'accès sur les actes d'état civil. Ça, c'est super important de savoir qu'est-ce que j'ai le droit de demander ou pas. Et puis, qu'est-ce que je peux arriver à obtenir quand même si j'ai la façon de le demander. Parce qu'avec l'expérience, on a des petites astuces. Qu'est-ce que contient un acte d'état civil? Donc, en quoi c'est intéressant de chercher? Et pour répondre à Cyrielle, trouver les fratries. Comment on fait? Ça, c'est pour l'état civil pur, mais cet état civil, il est en mairie, d'accord? On peut chercher en mairie. Il y a un moment d'ailleurs où on doit chercher en mairie. Tout ce qui est avant 1900 se trouve uniquement en mairie. Après 1900, donc plus vieux que 1900, c'est numérisé. Ça se trouve sur les archives départementales et vous apprendrez à trouver à travers Internet, sur les sites communautaires, sur les archives départementales d'état civil, sur tous vos ancêtres à travers la guerre, les ancêtres déportés, les ancêtres parisiens, les ancêtres étrangers, les relevés systématiques de cimetières, tout ça, vous saurez faire au bout des 8 heures, parce qu'on verra tout et à chaque fois, Sylvie, je reviens sur ta remarque tout à l'heure, à chaque fois, on ira faire un exemple en ligne et vous verrez l'exemple pratique de comment ça marche. Ce n'est pas qu'un cours théorique. Ce livret de 22 pages, je le propose seul pour une quinzaine pour 15 euros, ce n'est pas une quinzaine, pour 15 euros, et vous pouvez, d'après ce livret, vous démerder tout seul parce que dans le livret, là, il y a les liens, mais vous n'avez pas l'exemple. Dans les 8 heures qu'on va faire ensemble, il y aura les exemples et il y aura les exemples basés sur vos histoires. C'est-à-dire que si vous cherchez un ancêtre potentiellement déporté, ben, je vous apprendrai à le chercher, puis on va le retrouver ensemble, de façon à ce que vous ne soyez pas perdu. Mon envie, c'est de vous guider dans vos recherches, pour que vous ayez les meilleures réponses. J'ai Véronique qui me dit « J'ai déjà mon arbre sur environ 5 générations, je suis plus intéressé par la suite. » Très bien, Véronique, et c'est parfait. Et vous verrez dans la suite qu'on va faire que même ceux qui auront fait leurs arbres avec toutes mes indications vont parfois passer à côté de choses et que je les renvoie à refaire des recherches assez souvent.
Sylvie, les logiciels sont-ils payants? Ça dépend des logiciels. Les recherches sur Internet sont souvent payantes? Non, absolument pas. Les recherches sur Internet ne sont pas souvent payantes. Il y a quelques sites qui sont payants, quelques sites qui sont trop payants et quelques sites qui sont gratuits. Et c'est ce que je vous propose. J'ai épluché tout ça au fur et à mesure de leur sortie, de leur modification, et vous saurez exactement où aller, comment et pourquoi. C'est l'objectif de la formation. Mon idée, c'est que à la fin de ces 5 webinaires suivants, pardon, vous soyez totalement autonome pour trouver vos ancêtres. Vous ayez tous les renseignements autant que moi j'en ai aujourd'hui. D'accord? Je vous transfère l'information. Ensuite, je vous apprendrai à partager votre arbre généalogique en ligne avec d'autres généalogistes ou avec votre famille, parce que ça peut être intéressant dans les échanges. Et puis, il y aura quelques annexes. L'objectif final, c'est d'obtenir quelque chose qui ressemble à... Hop, voilà, je l'affiche là. Qui ressemble à ça sur mon logiciel de généalogie, qui s'appelle Généatique pour ne pas le nommer. Ce logiciel permet des tas et des tas de choses, mais globalement, là, vous avez un exemple de mon arbre généalogique. Alors, on va zoomer un peu plus pour que vous voyez les détails de ce qui est intéressant à l'écran. Avec un de mes ancêtres directs, Léon Jules Joseph. Il est né là, il est marié là à telle date, il est mort là à telle date. Et grâce aux recherches que j'ai pu faire sur son histoire, je sais qu'il était gendarme. C'est le grand-père de ma mère, donc ça c'est possible à savoir assez facilement. Mais j'ai appris qu'il était prisonnier de guerre du 25 avril 1918 au 23 novembre 1918. Et le 25 avril, c'est la date approximative, en tout cas plus ou moins 7 jours de mon accident. Et le 23 novembre, c'est la date de naissance de la femme avec qui j'ai eu ma fille, qui est née le 26 novembre aussi. Donc, j'ai compris, grâce à ça, pourquoi le jour où ma fille est née, donc le 24 novembre, ça m'a autant bouleversé, parce que j'étais enfin sorti du doute d'être en vie que m'avait posé mon accident à l'époque. Je suis sorti de là en mettant, en, en accompagnant ma femme qui mettait ma fille au monde, j'ai vu que je pouvais donner la vie. Donc, je suis sorti complètement de la mort que j'avais frôlée de très très près dans l'accident. Et prendre cette conscience-là, c'est énorme. C'est plus drôle sur Louis-Paul Elie, qui est un grand-oncle, donc, par alliance en plus. Lui, il était le chauffeur des 2 montgolfiers. Vous savez, les frères qui ont construit les montgolfières. Et sur son registre matricule militaire, j'ai appris qu'il n'avait pas de testicules. Eh ben ouais. Donc pour sa descendance, c'est intéressant, il n'en a pas. Mais voilà, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir découvrir sur vos ancêtres, y compris un mort-né. Là, voilà, le 5 avril, il est mort à 0 jour. Et il y en a un deuxième, puisqu'il y avait des jumeaux, le 5 avril aussi. Après, il y a toutes les choses qu'on peut observer. Je ne vous montre pas mon arbre en grand. Si, après tout, je peux vous le faire. Je peux vous le montrer en grand. Hop. Je crois que j'ai 12 ou 14 générations. Je peux vous le montrer un peu plus en bas. Voilà. Et mon arbre généalogique aujourd'hui, ben voilà, j'ai raté parce que j'ai pris ça. Ouais, ça doit être ça. Ok. Voilà, ça c'est mon arbre généalogique. C'est tout ce que j'ai pu accumuler dans toutes mes recherches. Et vous voyez que là, il manque encore là, hein, des ancêtres. Mais tout ça, c'est au-dessus de 5 générations, donc je n'en ai pas besoin pour mon travail. Et quand je serai vieux à la retraite, je me suis gardé un peu de temps libre pour chercher la suite, qui est juste informatif pour le plaisir de les retrouver. Toutes les générations dont j'ai besoin, avec toutes les fratries, sont dans ces 5 générations. Donc, pour moi, c'est fait et c'est réglé. Voilà ce que vous allez pouvoir obtenir comme résultat, ou en tout cas être en capacité d'obtenir comme résultat, au bout de ces 5 webinaires suivants que je vous présente. Il me reste 3 minutes pour vous envoyer, si ça vous intéresse bien sûr, je vais couper ça, pardon, sur la page web qui parle de tout ça pour vous inscrire, qu'il se trouve, où est-ce qu'elle est?
Eh ben, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, je l'ai juste zappé. J'ai juste zappé, donc ah ben voilà, bravo. Le final est pas génial. Je réouvre l'autre. J'ai fermé des choses que j'aurais pas dû fermer. Je vais juste boucler ça. Non, c'est là et c'est là. Ok, je vais attendre que ça s'ouvre. Ah, je vous ai perdu, c'est bon, je suis revenu. Hop, ok. Désolé, il y a Internet qui foire un petit peu. Reviens avec vous, je repartage d'autres choses. Hop, je partage mon écran et je bascule sur ça. Dans les événements de mon site web, alors christopherossa.fr, vous tapez Christophe Rossa sur Google, je suis le seul qui fait des choses aussi activement. Vous allez me voir partout. Il y a une page événements sur mon site web avec l'agenda des stages, ateliers, conférences et formations. Là-dedans, vous faites défiler. Celui de février, c'est juste la possibilité d'acquérir le livret de formation transgénérationnelle, ce que je vous ai montré. Il y a un webinaire en cours, mais ce qui nous intéresse, vous, c'est du 1er au 10 mai, pardon, en ligne, apprendre à trouver ses ancêtres en 8 heures. Vous cliquez dessus. Ouh, il y a plein de gens qui regardent la télé dans mon village. Vous tombez sur la page d'inscription qui réexplique tout ce que je viens de vous dire, qui vous redonne tout le programme exactement pareil, avec le calendrier. Voilà, c'est tous les 2 à 3 jours, ou même des fois 1 et 2, parce que j'ai pu rassembler certains webinaires, parce que c'est juste de la pure théorie. Disons qu'à partir du troisième, disons le 5e et 6e webinaire seront consacrés uniquement à vos difficultés de recherche. J'aurai tout expliqué d'ici là et on fera vos cas vraiment précis parlant à vous. Donc, je vous aiderai à faire vos recherches dans la réalité, ce qui me permettra de mettre en lumière tout ce que vous avez théoriquement appris dans les 3 premiers webinaires. Le prix, donc, 6 webinaires à 14 €, j'en offre un, celui d'aujourd'hui. Donc, il est à 70 €. 6 webinaires d'1 heure et demie, hein, ça fait plus de 7 heures et vous allez voir que c'est pas souvent 1 heure et demie, c'est plutôt 2 heures que je passe. Donc, c'est plutôt entre 9 et 10 heures que 7 heures. Peu importe, ça me passionne. Donc voilà. Vous pouvez régler par PayPal en cliquant sur ce lien-là, par virement, le RIB est là, ou par chèque avec mon adresse. Vous recevrez une confirmation par mail et le prochain webinaire, il se déroulera dimanche. Ce dimanche-là, donc après-demain, à 14 heures. On se retrouve dans les mêmes conditions. Quand vous serez inscrit, que j'aurai validé votre inscription, vous recevrez avant dimanche 14 heures le lien de connexion qui nous permettra de nous retrouver sur Zoom et de travailler avec écran partagé, avec micro et prise de parole, de cette façon-là. Pour Véronique, j'ai, comme je disais, pas encore posé les webinaires du niveau 2 en ligne, mais il y a déjà un stage de niveau 2 en ligne qui est prévu, qui devrait avoir lieu, puisqu'il est prévu le 1er juin en statique sur Grenoble. Donc peut-être que vous préférez le faire dans la journée sur Grenoble plutôt qu'en webinaire. Bref, il sera quand même en webinaire d'ici le mois de juin, puisque ça m'intéresse de faire continuer ce système-là. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui, non, peut-être. Alors, j'ai pas mal de... Tac, tac, tac. Le stage du 14 mai est maintenu. Non, il n'est pas maintenu. Le stage du 14 mai, c'est... alors, on parle d'autre chose, Muriel, et c'est expliqué sur la page du stage. On ne peut pas. Beaucoup d'émotions de Bélière. Aujourd'hui, décès de ma maman le 21 février 2020. Orpheline maintenant, oui. Désolé. Et mes condoléances, puisque c'est tout récent. Et je l'avais déjà fait avec vous l'année dernière, l'avez-vous gardé car je ne le retrouve plus. Lolo, votre arbre, c'est ça votre question, Laurence? Est-ce que j'ai gardé votre... Je l'ai gardé si vous me l'avez envoyé. Mais si vous ne me l'avez pas envoyé, non, je n'ai pas gardé quelque chose que je n'ai pas eu, Lolo. Donc vérifiez si vous l'avez envoyé. Envoyez-moi un mail pour que je regarde avec vos noms, parce que Lolo, je ne connais pas en fait. Et si vous l'avez envoyé, je l'ai. Donc, je pourrais vous renvoyer tout votre dossier généalogique sans souci. Est-ce que c'était clair pour vous?
Est-ce que ça vous parle? J'ai vu que Jérôme nous fait des petits dessins depuis tout à l'heure. Je vais me permettre de le mettre en page en plein écran parce que je suis très curieux de ce qu'il fait. Ah, mais Jérôme, je peux pas le faire. Boum, boum, boum. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, Jérôme, et nous dire deux mots pour nous présenter ton petit dessin? Ça a l'air super Oui. intéressant. Ouais, Écoute, j'ai capté et traduit les éléments de ta présentation qui faisaient sens, à savoir comment on fait, quelles sont les démarches pour retrouver ses ancêtres. Moi, j'ai retenu que l'objectif de cette démarche est de trouver quels sont les drames qui ont ouais. généré les problèmes qui se traduisent actuellement Mhm. dans les comportements ou bien dans les symptômes vécus Génial. Donc, par les patients. Voilà. Le deuxième point, c'est une fois qu'on a fait cet arbre, c'est d'identifier les dates et les résonances de dates ouais. pour clarifier le ou les drames Mhm. qui viendraient expliquer le symptôme. L'objectif étant, le troisième point, de se libérer de ce poids Mhm. avec des approches différentes. J'ai retenu pour moi deux étapes essentielles que tu es venu réactiver, qu'il y avait une étape qui allait de la conception jusqu'à 6 ans et que de 6 ans à maintenant, il y avait d'autres approches pour complémentaires. En tout cas, il y Ouais, avait une évolution auprès de exactement. ça. Bien évidemment, la partie préhistorique et archaïque, à savoir que les besoins du bébé, c'est surtout manger, chaleur, plus de l'amour de la mère, Ok. que le besoin de reconnaissance était lié au père et que le besoin lié au clan, c'était de tenir sa place pour honorer sa mission future et Super. surtout l'objectif de l'acceptation par rapport à l'adulte et la notion de clan. Donc oui, être loyal pour recevoir de l'amour, c'est les comportements qui sont présents chez l'enfant et intermédiaires, donc avec trois directions différentes, la mère, le père et le clan. J'ai retenu ta notion de cycle, en tout cas que bien évidemment tout le vivant est régi par des cycles différents et ces approches des calendriers qui se posent avec les Mayas, le romain, le julien là-dessus. J'ai retenu aussi ce ratio que tu as indiqué sur le fait que 300 ans sur 3 millions d'années, eh ben, ça représente que Un 10 millième. 52 minutes Ouais, voilà, sur l'échelle du vraiment. temps. Donc, c'est intéressant de regarder ça. Ouais. Euh, une chose qui m'a marqué, c'est la notion de date. En fait, ton prisme, c'est de mesurer quel est l'encadrement à plus ou moins 7 jours pour voir les fixations émotionnelles qui ont été engrammées et qui se traduisent dans des symptômes. Voilà. Super Euh, intéressant d'avoir ce regard-là. Super cool. J'ai retenu l'exemple du syndrome de Raynaud, à savoir chercher des similitudes de date. En tout cas, c'est la démarche pour analyser l'arborescence Hein, et les liens, identifier les liens dramatiques. Alors, comme moi, je suis un visuel, j'ai vu que tu utilisais un décodage couleur pour identifier les similitudes. Et puis, une des clés qui est importante pour moi, c'est que travailler sur cette approche-là, la prise de conscience amène à faire changer 20% du symptôme, en fait, ouais. là-dessus. Voilà. Eh bien, écoute, c'est super génial de le voir graphiquement représenté et si je peux l'avoir, ce sera un grand cadeau. Eh ben, je vais te C'est l'envoyer, juste bien évidemment. pour mon Et puis, personnel, j'ai envie de dire. j'ai Voilà, c'est un retenu peu quand fou même avec. qu'il y avait un prisme pays et culturel à intégrer, en Oui, fait. bien sûr. Voilà. On va s'intéresser que culturellement qu'à la France. Eh bien, super, merci Jérôme. Euh, merci aussi à vous d'avoir été présents. Merci de vos retours, c'est très clair, c'est très clair. Brigitte, on a bien avancé sur Génial Tête. Tac, 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 tac. Brigitte, effectivement, si vous avez déjà avancé sur l'arbre et la saisie sur GénialNet, c'est exactement pas la peine de passer par la formation niveau 1
Le livret vous permettra de compléter ce que vous ne savez pas encore. Et le niveau 2 pour le décodage sera bien plus intéressant dans votre cas. Oui. Si vous n'avez pas d'arbre, c'est le niveau 1. Si vous avez déjà un arbre avec toutes les fratries, attention, c'est niveau 2. Le trésor là, du niveau 1, c'est aussi trouver les fratries et ne louper personne. Parce que ça, c'est la plus grande des difficultés en généalogie, c'est trouver les fratries. Mais il y a les mères aussi. Bref, je suis content que vous ayez été aussi nombreux. Je vous remercie. C'est enregistré. Cette émission sera diffusée sur ma chaîne YouTube au même titre que les autres. Je vous remercie de faire tout ça. Et je vous dis bientôt, peut-être après-demain. Bonne fin de journée, bon 1er mai. Au revoir à vous.